Alors on passe directement à l'exercice sur la production en longue période, tout en prenant en considération que les deux facteurs de production sont variables. Le produit total des entreprises exprimé en nombre d'unités produites est obtenu en combinaison deux facteurs de production divisibles, adaptables et partiellement substituables, le travail et le capital. En longue période, l'entreprise peut obtenir un volume de production constant en associant différentes quantités de deux facteurs. Le tableau suivant présente quelques-unes des combinaisons d'unités de travail et d'unités de capital relatives à trois volumes de production, 60, 40, 60 et 80. Alors nous avons certaines questions qui engendrent le concept qu'on avait dans nos cours et qui nous permet de faciliter effectivement la compréhension et de faire des interprétations, que ce soit graphiques, que ce soit mathématiques. Alors la première question pour tracer effectivement la carte des icônes qui illustre les possibles techniques de production dans l'entreprise, nous devons mettre dans les abscisses le travail et dans l'ordonnée le capital, et nous aurons le graphique suivant. Alors pour la production est égale à 40, nous avons le schéma suivant, pour la production est égale à 60 et pour la production qui est égale à 80. Alors chaque isocant est le lieu géométrique du point représentant des combinaisons différentes de travail et de capital qui permettent d'obtenir un même volume de production. Plus un isocant est éloigné de l'origine, plus le volume de production auquel il correspond est grand. Les isocants ne peuvent pas se couper, ils sont décroissants et convexes. Deux combinaisons différentes n'auront jamais de point d'intersection. La convexité des isocants indique que la substitution du travail au capital le long d'un isocant impose l'abandon d'un nombre de plus en plus petit d'unités de capital par unité supplémentaire de travail. Alors pour répondre à la question numéro 2 sur la définition, je vous invite à réviser vos cours et voir les pages 8 et 9 des polycopies distribuées au cours des séminaires. Alors pour la question 3, le producteur doit réaliser la production maximale pour un coût C2 donné. Il doit pour cela tenir compte des prix des facteurs établis sur les marchés des facteurs qui sont égales à 20, avec C2 est égal à PK multiplié par K plus PL multiplié par L qui est égal à 2400. Alors on cherche la quantité de capital par cette égalité. Et par la suite, nous aurons les points avec lesquels on trace la droite correspondante, comme va être illustré dans le graphique suivant. Donc nous avons les icônes de production 40, 60, 80, et on peut tracer effectivement la droite, permettant d'avoir le point maximum du capital qui passe par 120 L et 120 capital. Alors, dans ce cadre, le producteur doit choisir l'une des combinaisons du capital et travail imposant une dépense égale à C2. Il doit donc se soucier sur la droite P2, obtenir le volume de production le plus grand possible, donc se situer sur les isocants le plus éloigné possible de l'origine. La seule décision compatible avec C2 est impérative correspond au point de tangente qui existe entre la droite P2 et le deuxième isocant. Avec la production de gaz 60, le point 2 n'est pas proprement parlé un point de tangente. Il est le point de contact entre P2 et les isocants de la production 60. O2 a pour coordonnée L et K égale à 60. Si le producteur s'attache à produire 60 unités de produits, il doit obligatoirement choisir l'une des combinaisons correspondant pour le travail et le capital à l'un des points du deuxième isocant. La combinaison de facteurs la moins coûteuse correspond au budget C le plus possible. On peut déterminer par ailleurs et analytiquement le point d'équilibre du producteur. En effet, on ne connaît pas l'équation de la fonction de production, mais seulement quelques points. On doit donc déterminer par une méthode graphique le point où l'isocant est tangent à la droite isocant. On observe alors les éléments suivants. Toute droite située à gauche de la droite P2 ne correspond pas aux combinaisons voulues. Toutes les droites situées à droite de P2 présentent des points communs avec l'isocant de la production 60, mais ne peuvent déterminer la solution optimale.
Les dépenses auxquelles ces droites correspondent sont en effet toutes supérieures au budget C2. La droite P2 est la seule qui correspond à la solution optimale en ce point de tangente avec le 12e isoquant de la production est égal à 60. Alors, quelle est la valeur du TMS qu'on peut calculer au point d'équilibre? Alors, on revient effectivement à la fonction que déjà donnée dans l'énoncé, d'accord? Et on applique effectivement la définition du TMS. Et à ce moment-là, on va trouver que le TMS est égal à 1. Alors, à partir du prix des facteurs aussi, on peut calculer le TMS. Et on va trouver effectivement que le TMS est égal à 1. À partir des productivités marginales, aussi, on va trouver que le TMS est égal à 1. Et donc, effectivement, le point O2 est un point d'équilibre qui permet d'avoir un profit, un capital, une combinaison qui permet d'avoir une production maximale. Alors, l'effet de la modification du budget de production sur la solution d'équilibre, l'équation générale de ces droites étant donnée dans l'énoncé. Alors, pour C1, effectivement, on peut tracer la droite qui passe par 0 et 80 et par 80 et 0. Et aussi pour C3, il passe par 0 et 160 et 60 et 0. Et on aura effectivement les points B1 et 3, comme va être illustré dans le graphique suivant. Alors, le sentier d'expansion de l'entreprise, c'est lui qui englobe les points d'équilibre, P1, P2, P3. On rayonne les points d'équilibre, on obtient le sentier d'expansion comme a été indiqué dans le cours et dans la figure suivante. Voilà, c'est le point qui passe effectivement du point O au point étroit et on peut l'appeler S. Alors, le rendement d'échelle exprime le rapport entre l'accroissement proportionnel du facteur de production et l'accroissement induit de la production. Là, on peut le calculer par rapport à l'équation que nous avons tout de suite. Alors, la dernière figure met en évidence ce résultat. Considérant le passage du point d'équilibre O1 au 2, le long du sentier ES, la quantité employée de chacun des deux facteurs a été multipliée par 1,5 et le volume de production également. Donc, le rendement d'échec est constant.